Hachette Éducation vous présente les podcasts Vocation Auteur. La parole est donnée à nos enseignants auteurs, tous les hommes et les femmes qui sont derrière nos créations éditoriales. Ils vous racontent leur parcours, vous parlent de leurs pratiques et du sens qu'ils donnent à leurs projets éditoriaux. Comprendre qui ils sont pour comprendre ce qu'ils font. Bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode du podcast Vocation Auteur, je vous présente Anne Drapeau-Gray, inspectrice de l'Éducation nationale, et Sylvia Elie-Osé, professeure des écoles et formatrice, toutes deux dans l'Académie de Versailles. Anne et Sylvia sont également les auteurs d'une nouvelle collection de mathématiques pour la maternelle, Minimath, parue en 2022 chez Hachette Éducation. Pour introduire ce podcast, elles ont choisi le Boléro de Ravel, interprété par l'Orchestre national de France. Bonjour Anne, bonjour Sylvia. Je vous avais demandé de choisir un extrait musical pour introduire ce podcast. Vous avez choisi le Boléro de Ravel. Pour quelle raison avez-vous fait ce choix ? Bonjour, alors nous avions choisi le Boléro de Ravel parce que c'est une musique dans laquelle est mis à l'honneur d'emblée, en premier, un instrument de musique qui est plutôt discret dans les harmonies, la flûte traversière. Petit à petit, les autres instruments de musique entrent dans la danse et se surajoutent pour créer une très belle harmonie. Ce morceau de musique finalement ressemble à ce qui se passe dans une classe. C'est la pluralité des instruments et des enfants qui forment un collectif classe et qui permet au groupe d'avancer grâce à la singularité de chacun. Mais moi, ce que j'aime, c'est cette idée de collectif qui est au service d'une performance, quelque chose qui va demander de l'endurance, que chacun puisse tenir jusqu'au bout du morceau avec ses capacités individuelles et que ça forme quelque chose de réussi au final et que cet effort collectif apporte quelque chose de réussi et de joli. Alors peut-être pouvez-vous m'en dire un petit peu plus l'une et l'autre sur vos débuts. Quels élèves étiez-vous et qu'est-ce qui vous a fait venir à l'enseignement ? Alors moi, ce qui m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune, c'est les difficultés qu'a rencontré ma jeune sœur qui était en difficulté scolaire très tôt. Nous avons une grande différence d'âge et donc j'ai dû jouer le rôle de petite maman avec elle et j'allais fréquemment la chercher dans sa classe à l'école maternelle et je la trouvais seule, isolée, perdue et malheureuse. Ça m'a beaucoup choquée, beaucoup marquée et je me suis dit que ça ne pouvait pas être ça l'école, quelque chose qui met à l'écart, qui exclut. Et je me suis dit que moi, je ne serai jamais une enseignante qui laisse de côté comme ça certains enfants. Et je crois que ma vocation est vraiment née à ce moment-là. J'avais envie d'être une maîtresse bienveillante, d'être une maîtresse accueillante, d'être une maîtresse qui respecte tous les enfants dans leur singularité, dans leurs différences et surtout qui n'amène pas à l'isolement, à la tristesse et à l'échec. Et donc, vous avez été professeure des écoles pendant 3 ans, puis vous avez été directrice d'école. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce poste ? Alors, je suis devenue assez rapidement directrice d'école puisque j'ai dû enseigner que 3 ou 4 années au préalable. J'ai beaucoup aimé être directrice d'école parce que pour moi, être directeur, c'est animer un groupe, faire cohésion, fédérer, donner envie de mettre son énergie personnelle, ses idées personnelles au service de tous les élèves. J'ai beaucoup aimé travailler avec mes collègues. Nous avons pu créer des liens très forts et mettre en place des classes de cycle. Et dans ce métier de directeur, ce qui m'intéresse, c'est l'équipe, c'est animer, c'est permettre à tous ensemble d'être
d'être au service des autres et de pouvoir s'enrichir mutuellement, parce que je pense que quand on est à plusieurs pour construire quelque chose, peut-être qu'on perd du temps parce que c'est chronophage de discuter, de réfléchir ensemble, mais on en gagne énormément et on gagne surtout de la richesse à proposer parce qu'à plusieurs, on est toujours plus intelligent. On se mélange, on propose plus de choses. Tout à fait. Et vous avez également un troisième métier, vous êtes formatrice. Alors, je suis devenue formatrice parce qu'à l'issue d'une inspection, un inspecteur m'a dit qu'il fallait que je me lance dans ce métier-là. C'était une belle rencontre, ça m'a motivée, ça m'a donné envie de passer cet examen. Et effectivement, être encore une fois au service des autres, pouvoir partager mes connaissances, mon savoir-faire, les gestes professionnels que j'ai pu acquérir tout au long de ma jeune expérience à l'époque, c'était quelque chose d'important pour moi parce que ça me permettait également de retourner, de réfléchir sur mes propres pratiques, de les expliciter et donc, encore une fois, de me mettre au service d'autres enseignants, d'échanger, de découvrir et, encore une fois, de trouver de la richesse parmi tous ces échanges. Et donc, vous avez enseigné en maternelle. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet enseignement ? Alors, ce qui me plaît beaucoup à l'école maternelle, c'est que c'est un âge où les enfants sont encore très spontanés. Ils ont une grande richesse. C'est pour moi un moment aussi où ce sont des éponges. Ils boivent tout. Ils ont une grande curiosité. Et pour moi, c'est un temps, un moment très fertile où nous, enseignants, on peut semer beaucoup de choses. Et pour moi, c'est un temps essentiel qu'il ne faut pas rater dans le sens où c'est à ce moment-là qu'il faut proposer le plus de choses pour leur donner le plus de chance. Et c'est parce qu'on va les ouvrir à beaucoup de connaissances qu'on va leur permettre de faire des choix plus tard dans leur vie, de s'engager, de découvrir, d'apprendre. Et c'est une énergie qu'il faut vraiment capter au moment où elle est là. Et cet âge maternel, pour moi, est vraiment un âge essentiel et formidable. Merci Sylvia. Alors Anne, vous, qu'est-ce qui a suscité votre vocation d'enseignante ? Alors moi, je ne viens pas d'une famille d'enseignants, mais j'aimais l'école, j'adorais l'école, j'ai toujours adoré l'école. Qu'est-ce qui vous a plu dans l'école ? J'aimais être en groupe, j'aimais être avec des copines. J'ai toujours été déléguée de classe au collège. J'étais déléguée des délégués et j'aimais représenter le groupe classe, l'ensemble de toutes les classes au conseil d'administration au collège, pour tous les sujets, qu'ils fâchent ou non. J'étais déterminée à devenir enseignante à tout prix, c'est-à-dire que j'allais devenir enseignante ou enseignante. Par contre, j'ai tout fait à l'IUFM pour éviter la maternelle. Pour moi, la maternelle, je souhaitais instruire les enfants en priorité et je ne voyais pas dans la maternelle l'instruction qu'on pouvait y dispenser. Donc j'ai tout fait pour éviter ce type de formation. Et puis lorsque je me suis fait muter dans le 93, je ne connaissais pas ces élèves-là. J'ai eu un petit peu peur du public que j'allais pouvoir trouver. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de me faire muter en maternelle. Alors j'ai adoré la maternelle immédiatement parce que je trouve que les enfants d'âge maternel, notamment les enfants de 3 ans, ont un âge qui est absolument magique. C'est l'explosion langagière, c'est le moment où les enfants arrivent à dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas, ce qu'ils ressentent, ce dont ils ont besoin. Et j'aime beaucoup cet échange oral avec les enfants, j'aime beaucoup parler avec les enfants. Et depuis que je suis allée en maternelle, dans le 93, en fait, je n'ai jamais quitté la maternelle. J'ai changé de département, j'ai changé de fonction, mais la maternelle est toujours restée un fil conducteur dans mon exercice. Alors toutes les deux, l'une après l'autre, peut-être pouvez-vous nous dire ce qui caractérise vos pratiques de classe ? Alors,
Moi, tout d'abord, ce qui est très important, c'est la bienveillance. C'est un maître mot dans ma pratique quotidienne. La bienveillance, mais également l'exigence, parce que pour moi, être bienveillant, c'est également être exigeant. L'un ne va pas sans l'autre. Des enfants ont besoin de cadre et de rigueur, et c'est parce qu'on croit en eux et qu'on veut le meilleur pour eux et qu'on est exigeant pour eux tout en étant bienveillant, eh bien c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir les aider à progresser, à grandir, à se développer. Donc ça, c'est quelque chose qui est le fil conducteur de ma pratique. Ce qui m'a beaucoup plu aussi dans le cadre de la direction d'école, quand nous avions mis en place des classes de cycle multi-âge, c'est le tutorat. Pour moi, c'est aussi un vecteur d'apprentissage très, très intéressant que de travailler avec des enfants plus âgés, des enfants plus jeunes, parce que tout le monde progresse. Les plus âgés progressent en réfléchissant sur leur stratégie, en explicitant aux plus jeunes comment ils font pour atteindre quelque chose. Et les plus jeunes aussi en questionnant les plus âgés, en leur demandant des explications, leur permettent aussi d'avancer sur leurs connaissances. Et pour moi, c'est un mode d'enseignement qui est intéressant, qui s'appuie sur le multi-âge et dans la vie aussi, le côté intergénérationnel. Je trouve que c'est important, on apprend beaucoup du compagnonnage des plus âgés, des plus compétents et c'est quelque chose que je garde toujours dans ma classe. Et vous, Anne, vos pratiques de classe, pouvez-vous nous en dire plus, nous en parler? Alors, moi, j'ai dû faire à peu près toutes les erreurs qu'un débutant peut faire. C'est pour ça que je suis assez décomplexée par rapport à l'exercice. J'aimais beaucoup dans ma pratique refaire plusieurs fois la même séance. Ce qui m'inquiétait, ce qui m'intéressait, c'était de décortiquer une séance, de l'analyser, de la refaire plusieurs fois pour pouvoir l'adapter à chaque reprise, adapter le matériel, les quantités au regard de l'objectif. Ça ne m'a jamais posé problème de la refaire plusieurs fois. J'étais pas forcément curieuse d'une diversité de situations. Je n'allais pas chercher des millions de situations différentes dans ma classe. Par contre, lorsque j'en avais quelques-unes qui me plaisaient bien et que je pensais pouvoir affiner et maîtriser, j'aimais bien les reprendre de nombreuses fois. On en arrive à votre rencontre, votre binôme. Dans quel contexte vous êtes-vous rencontrés et qu'est-ce qui vous a conduite à travailler ensemble toutes les deux? Alors moi, je ne suis pas du tout du 91 et lorsque je suis arrivée dans ce département, très rapidement, j'ai entendu parler de Sylvia. J'entendais beaucoup de choses plutôt élogieuses à son égard par rapport à la qualité de ses formations et à sa façon d'être. Et puis la première fois que je l'ai vue et entendue, c'était en formation. On m'a projeté une vidéo dans laquelle elle intervenait auprès de ses jeunes élèves. Je crois que c'était une situation où Sylvia, tu apprenais à tes élèves le langage du matériel des arts. Et ce jour-là, je n'ai pas été déçue de cette rencontre parce que Sylvia était à genoux en face de ses élèves. Elle leur parlait extrêmement bien avec des mots choisis, précis et vraiment bienveillants. Et lorsque je l'ai vue et entendue, j'ai vraiment eu envie de travailler d'une façon ou d'une autre avec elle. Et c'est lorsque j'ai intégré la commission maths maternelle de l'Essonne que j'ai été chercher au bout de quelques années Sylvia pour lui demander si elle voulait bien intégrer ce groupe que je pilotais à ce moment-là, il me semble. Alors pour moi, ça a été un grand écart parce qu'en fait, je travaillais déjà dans un groupe qui était la commission langage et on avait donc fait un travail important et on avait créé des outils. Et quand Anne m'a proposé de travailler dans le groupe mathématiques, a priori, je me suis dit, mais je n'ai pas trop de compétences, c'est encore un domaine que je n'ai pas trop creusé. Mais comme Anne était très sympathique et que le courant est passé tout de suite, et que j'aime beaucoup chercher, apprendre, c'est avec plaisir que je lui ai dit oui.
À la suite de cette rencontre, pouvez-vous nous dire quand vous est venue l'idée de créer la collection Minimat? En fait, la veille du confinement, à ce moment-là, j'étais conseillère pédagogique. Lorsque nous avions appris que les écoles allaient fermer pour 3 semaines, voire plus, mon nouveau métier de formateur, c'était d'aider les enseignants à instruire les enfants à distance. Donc dès ce premier jour de confinement, j'ai commencé à concevoir des supports qui s'adressaient aux parents directement, d'abord aux parents, pour que les parents puissent être capables de mener des petites situations avec des enfants dès 3 ans à la maison, pour que les enfants puissent continuer à apprendre même à la maison. C'est pour ça qu'au départ, les fiches que j'ai commencé à construire et à concevoir étaient extrêmement simples, avec du matériel très simple qu'on pouvait trouver facilement à la maison. Elles étaient très courtes pour que le parent puisse les prendre en main de façon assez rapide, et elles donnaient quand même suffisamment de détails pour que le parent puisse comprendre comment il devait faire et les enjeux d'apprentissage qui se passaient à ce moment-là. Et puis en rencontrant Hachette, le projet s'est affiné. Quand j'ai senti que Hachette pouvait être intéressée par ce projet, c'est à ce moment-là que j'ai contacté Sylvia et que je lui ai proposé de s'associer à moi pour pouvoir poursuivre et affiner l'écriture de ses ouvrages. Donc je l'ai contactée, je lui ai dit Sylvia, est-ce que tu veux travailler avec moi? Je n'ai pas de contrat, je n'ai pas de signature, mais je voudrais qu'on écrive à 2. Et alors, quelle a été la réponse de Sylvia? Je lui ai posé une question. Ça a été le seul temps de réflexion que j'ai pris. Anne, est-ce que c'est un projet pour l'éducation nationale ou est-ce que c'est autre chose? Elle m'a répondu non, c'est autre chose. Et j'ai dit allons-y. On a conçu cette collection parce qu'en premier, on voulait aider les enseignants à pouvoir mettre en œuvre un enseignement qui soit vraiment concret, qui soit simple et pouvoir leur faire gagner du temps sur leur temps de préparation des situations. Ça a été notre fil conducteur de faciliter la vie des enseignants. Et ce qu'on voulait aussi, enfin ce qui était important, ce qui ressortait de nos pratiques quotidiennes dans nos classes, de ce qu'on a pu observer, c'était la nécessité fondamentale de manipuler avec les jeunes enfants. Et donc on a beaucoup travaillé, axé nos séquences sur la manipulation. Et on a aussi beaucoup insisté sur le dialogue pédagogique parce que c'est important aussi de mettre en mots, de présenter les objectifs, de présenter les critères de réussite et d'être le plus possible dans la clarté cognitive pour que les élèves puissent comprendre ce qu'ils apprennent, pourquoi ils apprennent. Et c'est ce qu'on a essayé de mettre en avant dans cette collection. On a été toujours extrêmement vigilante à ce que le matériel soit quand même assez simple, voire le plus simple possible, pour que l'enseignant n'ait pas cette difficulté à réunir le matériel pour mener les séances. Ce qui était très important pour nous, comme disait Sylvia, c'était de faire figurer de façon concrète et mise en mots le dialogue pédagogique. Et ça, c'était vraiment ta spécialité, hein, Sylvia, cette mise en mots de l'enseignant. Ce qui était indispensable pour nous, c'était d'expliquer à l'enseignant les procédures. C'est-à-dire que on souhaitait prendre l'enseignant au sérieux, dire à l'enseignant vous êtes capable de comprendre ce qui se passe dans la tête de l'enfant. On vous le met en mots de façon simple et accessible pour que vous puissiez vous en emparer assez rapidement. Et l'autre chose qui était vraiment importante pour nous, c'était d'anticiper nous-mêmes la plupart des erreurs que les élèves pouvaient faire et de préparer nous-mêmes des étayages et des remédiations pour ces élèves parce que lorsque nous pratiquons la classe, nous nous rendons compte que c'est quelque chose qui est très chronophage et surtout très difficile d'anticiper ces erreurs et les étayages associés.
Et ça permet à l'enseignant de ne pas être démuni au moment où il est en train d'enseigner face à ses élèves. Il a donc un panel de différenciations qui sont proposées dans cette méthode. Et ça lui permet d'être armé et de pouvoir répondre rapidement dans le feu de l'action et de proposer donc différents dispositifs d'aide pour permettre aux enfants de progresser, de faire, refaire, si besoin. De façon évidente, on s'est appuyé sur les programmes, c'était vraiment non négociable, mais ce qui nous a quand même beaucoup guidés et que nous avons relu, étudié à plusieurs fois, c'était le rapport Villani-Torossian, que nous trouvions vraiment essentiel. Et tout ce rapport à la manipulation, nous avons essayé de nous servir dans les apports de la recherche et de le transformer, toute cette manipulation, cette manipulation contrainte pour aller vers l'abstraction. On a essayé de le transformer de façon très concrète pour que les enfants puissent, pour que les enseignants puissent comprendre comment est-ce qu'on fait pour manipuler, mais surtout comment est-ce qu'on fait pour contraindre la manipulation pour aller vers l'abstraction. Alors maintenant, nous allons conclure ce podcast par une citation que vous avez choisie en commun. Sylvia ? C'est un proverbe africain, je vais vous le dire. L'erreur n'annule pas la valeur de l'effort accompli. Pour moi, ce proverbe est très très important parce que ça permet de montrer que celui qui essaie, même s'il se trompe, et surtout s'il se trompe, il progresse, il apprend et il a fait des efforts. Et pour moi, l'erreur est quelque chose de constitutif de l'apprentissage et c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on permette de façon très sereine à nos élèves de pratiquer cette erreur pour pouvoir faire et refaire, pour progresser, pour aller dans l'apprentissage et pour maîtriser. Moi, je me rallie parfaitement, complètement au choix de Sylvia. Alors Sylvia, j'aime bien la citation que tu as choisie justement parce qu'elle fait référence à l'erreur et je pense que l'erreur des élèves a été un fil conducteur pour nous. L'erreur n'empêche absolument pas l'apprentissage, bien au contraire, elle est nécessaire pour apprendre. Elle est nécessaire non seulement aux enfants, mais aussi pour nous les adultes. Merci à toutes les deux. Nous allons maintenant conclure en musique avec Rhapsody in Blue de Gershwin. Pourquoi ce choix, Sylvia ? J'aime beaucoup le jazz. C'est une musique, un style que certains pensent réservé à des initiés. Je trouve ça très, très dommage. Moi-même, je l'ai rencontré assez tardivement et je l'ai découvert et apprécié. Je trouve que c'est important, encore une fois, de proposer le plus de choses possibles aux enfants dès qu'ils sont jeunes pour qu'ils puissent ensuite connaître, faire affiner leur goût et pouvoir s'ouvrir à toutes sortes de choses. J'aime particulièrement l'introduction avec le glissando de clarinette que je trouve émouvant et pour moi ça rejoint un peu ce que je ressens quand je suis dans une classe face à mes élèves. Merci Sylvia, merci Anne, merci à toutes les deux et à très bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver ce podcast sur le site Hachette Éducation et sur les plateformes de streaming. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager.